preparing on Facebook. Je vais vérifier sur le groupe du Summer Camp qu'on est bien en live. En tout cas, ceux qui sont déjà là, pour les personnes qui sont déjà connectées et en live, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. A priori, on est bien en live déjà. Top. Bonjour Sandra, bienvenue à toi. Bonjour Merci d'avoir Corinne. répondu présente pour ce dernière masterclass de ces 2 semaines intensives mais fun aussi de Summer Camp, du premier Summer Camp de la Detox Pro. On est, tu es la 15e experte à passer. Ça y est, tout le monde est déjà là. Bonjour Dalparo Rava, Stéphanie, Clémence, Fanny, cool. Bonjour. Bonjour mesdames. On n'a que des femmes aujourd'hui pour ce matin. Bon, on espère Très que bien. les hommes vont se réveiller. À moins qu'ils soient super bons en organisation et ils n'ont pas besoin de ça, mais je ne suis pas sûre. Il y en a pour tout le monde. Voilà, il y en a pour tout le monde. Alors, je vais refaire une présentation rapidement de ce Summer Camp. Ce Summer Camp, c'était 2 semaines, 15 experts sur différents domaines qui venaient nous partager des tips, des conseils, des astuces pour se rebooster, pour retrouver son énergie, sa joie et se détoxifier un peu de ces mauvaises habitudes professionnelles d'organisation. On va en parler aujourd'hui peut-être, enfin sûrement, pardon. Et retrouver son énergie pour finalement avoir l'esprit un peu plus libre et enfin oser penser à une reconversion professionnelle. Je me présente, je m'appelle Corinne Huynh et je suis coach certifiée spécialisée de la reconversion de vie professionnelle. Mais une reconversion qui va se connecter à son essence, une reconversion qui va se connecter avec qui on est vraiment pour enfin créer un métier qui nous ressemble vraiment. Et je suis aussi l'initiatrice de ce premier Summer Camp virtuel de la Detox Pro. Je pense que vu l'engouement, il y en aura sûrement d'autres. Donc, merci à vous de votre fidélité, de vos interactions et surtout aussi, merci à ceux qui regardent en replay parce qu'il y en a beaucoup qui regardent en replay et qui commentent et qui partagent et qui posent des questions. Et c'est Yes, je crois qu'on est de retour. On est de retour sur Facebook en live de nouveau. 1000 excuses. Bah voilà, les aléas du direct, les aléas du live, ça a complètement bloqué. Mon internet a lâché. J'ai dû tout remettre, tout rebooter. Revenez vers nous. On est sur ce nouvel écran. Alors, je vais redemander. Faites-nous signe. Yes, tout est bon, c'est bon. On revient du bon côté. On est là. Désolée. Donc là, je crois que j'étais en train de me présenter. Merci Sandra de me rappeler ça. Donc moi, je me présente de nouveau. Je m'appelle Corinne Huynh et je suis coach certifiée, vraiment spécialiste de la reconversion de vie professionnelle, mais pas autour de tests, de bilan de compétences, etc. Je suis vraiment en reconnexion à soi, à qui on est vraiment, à ce qui nous fait vibrer, à notre essence pour oser finalement créer quelque chose qui nous ressemble pleinement, un métier qui nous ressemble pleinement, qui sort de nos tripes et qui nous fasse vibrer jusqu'à la fin de notre vie, j'ai envie de dire. Super, Stéphanie qui est de retour, Aura va aussi, top. Donc, je présente Sandra maintenant, Sandra Nicolas qui est avec nous, qui est coach en organisation. Et elle accompagne les personnes qui sont débordées à retrouver du contrôle et de la sérénité à la maison, mais pas que, aussi dans le milieu professionnel, dans leur boulot, sans pétage de plomb, comme tu aimes bien dire. Et puis, Sandra, toi aussi, tu accompagnes les entrepreneurs à la mise en scène digitale de leurs idées et mettre en lumière finalement leur expertise. Et maintenant, je te laisse la parole. Je vais juste rajouter un petit mot, c'est-à-dire que
Ça y est, ces derniers jours et j'en profite pour aller en vacances. Donc, moi, je vais devoir vous quitter à 11h05 exactement. Mais n'hésitez pas à rester connectés si vous avez des questions. Sandra sera là pour répondre et prendra le relais pour Je moi. reste Donc, avec vous. merci pour ça. Et je te laisse la parole. Ça va. Merci Corinne. Avec plaisir. Et merci pour cette invitation à ton premier Summercom qui est vraiment topissime. Merci beaucoup. Alors. Hop. Il faut que tu me remettes. Voilà. Ouais. Du coup, faut tout refaire. C'est ça. Donc voilà, ma petite. Voilà, tu vois bien mon écran, c'est bon? Nickel, parfait. Voilà, eh bien, bienvenue, bonjour à tous et toutes. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler de télétravail, mais on va parler de ce qui tourne autour du télétravail. Donc en fait, je vais vous parler vraiment de ce que moi j'ai mis en place pour télétravailler donc en toute sérénité. Alors, je vais faire d'abord une petite présentation. Donc voilà, donc je m'appelle Sandra. Comme vous le voyez là, donc je suis maman de 2 jeunes ados. Je suis donc issue du salariat, donc moi je suis diplômée en assistance de direction et j'ai travaillé 22 ans comme assistante de direction donc, dans un groupe bancaire multinational au Grand-Duché de Luxembourg. Alors donc moi je suis belge aussi, donc j'habite dans le sud du pays et j'habite à la frontière. Je précise ça parce que ici c'est très facile quand on sort de l'école, on traverse la frontière, paradis fiscal, on trouve très facilement du travail. Et c'est un peu le chemin tout tracé que j'ai suivi. Et donc, j'y ai travaillé pendant donc, 22 ans. Je vous explique ça, vous verrez après pourquoi je le lis. Hein. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un qui est sportive, qui aime les défis, j'aime les voyages, les city trips, bref, j'aime profiter en fait de chaque domaine de la vie. Et c'est un petit peu ce qui m'amène ici aujourd'hui, parce que voilà, comme je vous disais, donc c'est 22 ans à traverser la frontière, donc j'ai travaillé on va dire comment un Wonder Woman pendant ces 22 années à mener de front toutes mes différentes vies, la vie professionnelle, la vie privée. Et en fait, j'en profitais à fond de chaque. Et bon, il faut savoir que j'avais 1h30 de route le matin, 1h30 de route le soir. Donc, vous voyez un petit peu. Ah. Désolée. Il n'y a pas que si. Voilà, en fait, on a eu des petits messages dans les oreilles. Je ne sais pas si vous les avez entendus, mais voilà, sur ça. Donc voilà, donc une vie trépidante pendant 22 ans où je me suis petit à petit, on va dire, un peu épuisée. Et surtout, ce qui m'a vraiment poussée un petit peu à faire un pas de côté, c'est que c'est de voir toujours tous ces moments de vie qui passent très vite et que j'avais l'impression de ne pas profiter à fond, de voir mes enfants grandir, de voir toujours les vacances qui passent trop vite et toujours en train de dire mais ça fait déjà 1 an, les vacances sont déjà passées. Enfin voilà, c'est cette histoire de cette sensation d'inconfort que le temps me passait entre les doigts. Et tout ça s'est terminé donc, par un épisode de harcèlement moral donc, à mon travail, combiné donc, avec des anxiétés que ma fille cadette vivait à l'époque. Et là, j'ai eu vraiment un pétage de plomb et je me suis vraiment dit, il est temps de faire un pas de côté et de voir un petit peu, mais qu'est-ce que je peux faire pour en fait reprendre le contrôle en fait, de ma vie. Et donc, moi, c'est passé par ma maison. Donc, voilà, donc, j'ai décidé parce que même ma maison était pour moi toujours un refuge. Et mon moyen que j'ai choisi à ce moment-là était vraiment, donc je vais réorganiser ma maison. Et donc, c'est passé d'abord par une démission. Donc, j'ai pris un travail plus proche de chez moi. Et j'ai entamé donc, tout doucement donc, ma reconversion professionnelle pour être là aujourd'hui devant vous, à faire maintenant mes 2 casquettes donc, d'organisation à la maison dans le cadre du travail et l'accompagnement donc, aux entrepreneurs. Vous ici qui m'écoutez là maintenant ou qui m'écouterez en replay, beaucoup d'entre vous donc, ont vécu les défis du télétravail suite à la crise du confinement que nous avons tous d'une manière ou d'une autre. Donc même si certains n'ont pas été à la maison à 100%, on l'a tous vécu en tout cas de manière indirecte. Et c'est vrai que le télétravail, donc moi pour avoir travaillé 22 ans donc, dans la banque, je vous ai dit, donc j'avais 3 heures de route par jour. J'aurais rêvé, moi, d'avoir des heures de télétravail à cette époque-là pour mieux concilier ma vie privée, ma vie professionnelle. Parce que voilà, comme j'ai mis un petit peu ici, donc vous voyez un petit peu, j'ai un peu de résumé comment moi je vois donc le télétravail. Donc
D'un côté, on a tous les avantages où on peut vraiment avoir un meilleur équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. On peut aménager ses horaires en fonction de son rythme personnel ou du rythme de la famille. On a une charge mentale qui est beaucoup plus légère. On gagne du temps qu'on ne perd plus dans les transports. Et on peut vraiment faire c'est vraiment retrouver donc une sérénité en alliant donc son travail, sa vie privée. Mais il y a aussi les défis que ce télétravail donc nous apporte. Comme j'ai mis sur la partie de droite, on est dans la maison. Et dans la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les tâches ménagères, il y a des animaux à s'occuper, il y a les lessives, le sport qu'on pratiquait à la maison parce que les salles de sport étaient fermées. On est tenté d'aller jouer, on doit penser à manger le soir, préparer le repas, on a ses papiers à traiter, on a les enfants à s'occuper. On peut être tenté d'aller regarder Netflix. Enfin voilà, donc il y a un peu, oui, ça apporte beaucoup d'avantages, mais ça apporte aussi énormément de défis à relever. Et voici le concept, moi, comment je vois les choses. Donc maintenant, on vit avec tous ces changements qu'on a vécus, forcés donc, par toutes ces périodes de confinement. Nos maisons sont devenues ce que j'appelle des maisons hybrides. Donc c'est des maisons dans lesquelles se côtoient tout ce qui est télétravail, l'entrepreneuriat en ligne. On a vécu l'école en ligne, donc avec nos enfants qui ont été forcés donc, de travailler de la maison et de suivre donc, les cours à distance. Sous ce même toit, donc, on a toutes les tâches de la vie quotidienne. On a toutes les tâches qui sont liées donc, à nos loisirs créatifs, à nos loisirs sportifs qui ont été d'autant plus challengeants du fait qu'on ait nos salles de sport fermées, qu'on avait les enfants à occuper, que nous aussi, on avait besoin de s'occuper alors qu'on ne pouvait plus aller à l'extérieur. Puis donc, dans une moindre mesure à ce moment-là, mais qui reprend de la vigueur maintenant, c'est toute la vie sociale. Et toutes ces bulles donc, côtoient sous le même toit. Et c'est vraiment le défi actuel que nous avons donc, de ce que j'ai appelé donc, les maisons hybrides. Donc voilà, comme vous le voyez dans le petit schéma, donc, on a toutes nos sphères de vie qui se côtoient. Et on peut vraiment remarquer donc, que les habitations ne sont plus adaptées à ces nouveaux modes de vie. Donc il y a vraiment un décalage entre la façon dont on l'a aménagé donc, il y a quelques années et la façon dont on y vit actuellement. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, donc ces 5 astuces pour vraiment déjà initier. Je vais essayer de vous initier à un petit peu changer les esprits, pour qu'on adopte maintenant dorénavant notre maison à notre mode de vie et pas l'inverse, afin donc de pouvoir beaucoup mieux jongler donc, entre nos différentes sphères de vie qui sont sous le même toit. Donc tout ce que je vous disais donc jusque maintenant, tout le télétravail qui s'est invité dans notre maison, donc peut vraiment amener comment est-ce que je vais dire, les difficultés qui se manifestent par ces 3 symptômes. Donc on a tous les défis qu'on a entre le travail, la maison, les enfants, donc, comme je vous expliquais avant, peuvent amener donc, toute cette désorganisation et ce désordre qu'on peut donc identifier par ces 3 symptômes. Le premier symptôme, c'est l'encombrement matériel. Donc, l'encombrement matériel, c'est quelque chose qui est très visuel. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, c'est du désordre qui s'installe dans les pièces, des vêtements qui s'entassent sur le canapé. On a des jouets aux 4 coins de la maison. On a la table de la cuisine qui est encombrée par des papiers. On a, on a nos papiers à nous de notre travail qui traînent sur un coin de la table du salon. Et on a donc les vêtements donc, dans la salle de bain. Enfin voilà. Donc c'est un petit peu tout cet encombrement qui n'est pas grave en soi, qui fait partie de la vie familiale. Mais quand il devient un problème, qu'il est tout le temps sous nos yeux et qu'on n'arrive plus à faire place nette de temps en temps, c'est là que ça commence donc à poser problème. Tout cet encombrement occasionne de la désorganisation. Donc, par exemple, c'est des situations de la vie quotidienne où juste avant d'aller travailler, on cherche ses clés parce qu'on ne sait plus où on les a posées. C'est les enfants qui cherchent leurs chaussettes juste avant de partir à l'école. C'est les mannes de linge qui s'entassent dans la buanderie, un frigo qui est vide le soir et que on finit par aller acheter des pizzas parce qu'on n'a plus le temps de faire à manger, des oublis de rendez-vous. Enfin voilà, c'est un peu ces petites scènes de la vie quotidienne qui sont normales. Donc, il ne faut pas s'alarmer dès qu'on a un ou deux de ces situations, mais c'est quand ces situations sont à répétition et qui nous pèsent donc vraiment, enfin qui nous agacent et qui pèsent sur qui nous énervent et qui provoquent des conflits familiaux. Et là, vraiment, la dernière conséquence, le dernier symptôme qu'on peut observer dans beaucoup de maisons qui sont désorganisées, donc c'est les papiers. C'est tous ces papiers qui rentrent dans la maison par le boulot, par la boîte aux lettres, par les enfants. Et alors, c'est tous ces papiers qui sont posés un petit peu partout dans la maison et qu'on ne prend plus la peine de ranger.
Et ça doit vous alerter quand on a des retards de paiement dans les factures, quand on perd des papiers importants, juste avant d'aller en vacances, il nous manque voilà, les papiers, les cartes d'identité, les passeports, etc. Et tout doucement, cet envahissement des papiers devient aussi un envahissement virtuel. Hein, c'est tout ce qu'on a sur nos PC, dans nos téléphones, dans nos smartphones, donc, dans nos mails. Donc, voilà. Et c'est qu'à un moment, quand on ne sait plus où se trouve quoi se trouve où. Donc, c'est vraiment là qu'il faut un petit peu tout doucement s'alarmer. Donc, voilà. Donc, si vous souffrez de un de ces symptômes ou des trois, je pense que les astuces que je vais vous partager après vont vous aider. Il y a Clémence déjà qui te partage. Je sens que cette masterclass va me faire le plus grand bien. Je l'espère bien, c'est le but. Ici, je partage juste une citation que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très révélatrice et surtout ces derniers temps avec ce confinement où on a été obligé d'être à la maison. Et ça a d'autant plus prouvé que notre maison est un élément vital de notre existence. C'est vraiment un moment, c'est un refuge, c'est un endroit où on pose ses valises mentales, ses valises physiques, où elle doit pouvoir recharger nos batteries quand on a besoin. Et si on veut qu'elle joue ce rôle de refuge premier, il faut vraiment qu'on en prenne soin. Et parce que comme c'est mis là, donc si on veut être en harmonie avec le monde extérieur, avec nous-mêmes, on doit être en harmonie avec notre maison. Donc voilà, donc ici je vais vous partager 5 actions donc principales. N'hésitez pas à regarder cette masterclass en replay et à faire les petits exercices que je vais vous proposer ici. Et voilà, de prendre du recul par rapport à ce que je vais vous dire, de faire les exercices pendant le week-end là qui arrive, par exemple, c'est des exercices que vous allez pouvoir faire en famille et qui vont vous déclencher donc quelques prises de conscience. Alors la première étape, comme dans tout processus qu'on fait, donc c'est d'aller identifier ses besoins et ses motivations, car si on ne passe pas par cette étape, on ne va pas au bout donc, de la démarche. Donc on va d'abord aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous motive. Donc là, je vous ai parlé des symptômes qui peuvent comment être présents dans votre maison, mais qu'est-ce qui va vous pousser à passer à l'action? Alors il y a 4 grandes catégories de motivation. Et c'est d'aller voir un petit peu laquelle vous titille le plus, laquelle vous allez vous raccrocher pour aller jusqu'au bout. Moi, je vous en ai parlé un petit peu avant, donc ma grande motivation, c'est ma motivation temps. C'est vraiment toujours cette sensation de dire que le temps passe toujours trop vite et de toujours me dire, si j'avais plus de temps, je passerais du temps de qualité avec mes enfants, je partirais en vacances. Si j'avais plus, c'est toujours ce côté temps qui revient. Donc, aller un petit peu creuser. Je suis en train de penser à quelque chose, Corinne. J'ai un petit workbook à partager où dedans, il y a des petits exercices à faire. Peut-être trouver une petite solution pour les partager. Si vous êtes intéressé en commentaire, peut-être. Ouais. Écoute, ce que je fais, c'est que je mets les liens. Donc, si jamais ton workbook, par exemple, on peut l'avoir via un lien, je mettrai le lien de ton workbook. Comme ça, les personnes qui sont intéressées se connectent directement. On fera ça. Parce que dans le workbook, donc j'ai mis des petits exercices, toutes des phrases types que vous pouvez aller lire et voir un petit peu. Comme ça, vous pouvez un petit peu aller identifier dans quelle catégorie vous vous trouvez. Par exemple, la catégorie espace, c'est un peu les phrases types. Si je pouvais pousser les murs pour ranger mes affaires, si je pouvais agrandir la maison, si je pouvais avoir plus d'espace pour faire mes ateliers de couture. L'argent, c'est toujours un peu de réfléchir. Si je pouvais avoir, par exemple, un temps partiel pour faire mes activités, pour profiter de ma famille. Si j'avais plus d'argent pour partir en vacances. Et le côté énergie, c'est vraiment, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, mais je suis fatiguée. J'ai du mal, le matin, j'ai du mal à trouver donc mon énergie pour entamer du rangement, pour entamer d'aller en excursion, par exemple, avec les enfants. Donc, après, on est tous dirigés un petit peu par les 4, mais il y en a toujours un qui est prédominant, c'est celui qui vous heurte le plus. Quand vous lirez les questions dans le workbook, les petites phrases, vous allez voir, c'est quelque chose qui va aller titiller quelque chose chez vous, et c'est d'aller identifier donc, votre motivation principale. Le deuxième exercice que je vous invite à faire, c'est de répondre à ces questions. Vous les retrouverez également dans le workbook. C'est d'aller dire qu'est-ce qui fonctionne dans ma maison? Qu'est-ce que j'adore dans ma maison? Qu'est-ce qui est indispensable? Et c'est vraiment de se dire, si demain je déménage, qu'est-ce que je reproduis à l'identique? Alors, ça peut être des espaces, une disposition d'espace, mais ça peut être aussi des rituels de famille. Ça peut être, mais le matin, j'aime déjeuner avec mes enfants devant la télé. Ce sont des cas que j'ai vécu donc avec des clientes. Ça peut être le matin, on déjeune tous dans la cuisine ouverte.
Ça peut être, j'adore travailler dans mon salon, j'adore travailler dans ma chambre à coucher. Enfin voilà, c'est d'aller un petit peu identifier si vraiment demain je déménage, mais qu'est-ce que je refais à l'identique. Et à l'inverse, qu'est-ce qui ne fonctionne vraiment pas et qui vous agace tous les jours. Donc ça peut être effectivement, mon mari squatte la table de la cuisine pour travailler, ça m'occasionne du bazar dans la cuisine, situation vécue. Et ça c'est quelque chose qui vraiment m'agace vraiment tous les jours. C'est les enfants font leurs devoirs à la salle à manger, ils rangent jamais leurs affaires le soir. Donc, c'est le linge qui traîne toujours donc, dans le hall d'entrée, par exemple. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment d'aller voir ce qui vous agace vraiment au plus profond de vous et que vous auriez envie de changer là tout de suite. Après, c'est d'aller identifier un petit peu les besoins. Donc, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il vous manque un espace pour télétravailler? Est-ce qu'il vous manque un espace pour faire du sport? Donc, c'est vraiment là, le petit truc qui revient régulièrement. On se dit un petit peu tous les jours dans notre vie quotidienne, mais ça manque quand même, ça manque. Mais ça peut être aussi on peut voir ça en termes d'espace, mais on peut vraiment voir ça aussi en termes d'organisation. Et alors, le dernier point, j'aime beaucoup, c'est d'aller vous accrocher, aller rechercher un rêve. Si vous allez un petit peu réfléchir au fond de vous, mais quel est mon petit rêve profond que je n'exprime pas trop? Est-ce que j'ai envie d'une reconversion professionnelle? Est-ce que j'ai envie de partir en voyage? Est-ce que j'ai envie de... Enfin voilà, ça peut toucher plusieurs sphères de vie et pas nécessairement liées à la maison. Parce que vous allez comprendre que quand vous allez mettre en place toutes les actions que je vais vous proposer ici dans cette masterclass, ça va vous libérer du temps, ça va vous libérer de l'énergie, ça va vous libérer de l'argent, de l'espace, et ça va permettre de vous reconnecter à ce rêve qui sommeille un petit peu en vous. Donc voilà. Alors quelque chose que j'aime bien aussi proposer à mes clientes, c'est quand vous allez entamer une réorganisation de votre maison, fixez-vous une récompense. C'est très motivant d'avoir un petit peu la carotte qui va vous motiver à aller jusqu'au bout et fixer une récompense qui est en lien avec votre motivation. Donc moi, je l'avais mis sur une photo sur un des slides quand je me suis présentée. Moi, je m'étais mis comme récompense, quand je vais réorganiser ma maison, je pars plusieurs jours à la mer, donc avec mes enfants et avec mes filleuls. Parce que moi, donc voilà, le temps est quelque chose, je dis, qui est super important. Donc, je voulais passer du temps de qualité avec mes enfants et mes filleuls. J'ai fait ça il y a 2 ans. On est 2 ans plus tard et on en parle toujours très régulièrement quand on se voit. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits parce que ça a été quelque chose qui était très fort pour moi. Et donc, les enfants l'ont vécu aussi de manière très, très forte. Donc, voilà, donc ça, je vous le conseille. Ouais. Et du coup, je partage, ça me fait sourire parce que c'est justement exactement le cas là ici. Alors, je suis chez ma maman pour les vacances et c'était un gros bazar. Donc, on est en train de tout réorganiser. Et la petite récompense, c'est lorsque tout sera rangé, eh ben, j'achèterai pour ma maman un super barbecue. Comme ça, elle pourra, tu vois, faire des repas, des déjeuners en famille. Donc, c'est quelque chose qui... Les enfants en parlent aussi, tu vois. Ils me disent, ouais, c'est tu vois. quand on va acheter le barbecue. Donc, c'est marrant, ça fait complètement écho. Ouais, vraiment. Ouais, ça, merci pour le partage, Corinne. Un petit exercice que vous pouvez faire, c'est le traditionnel mood board. Donc, faites-vous un petit mood board par rapport à voilà, tout ce que je viens de vous dire là maintenant. Donc là, je vous partage le mien que j'ai fait début d'année. Faites-vous ce petit mood board et affichez-le sur votre frigo en fond d'écran comme ça et faites-le en famille. Faites cet exercice, tout ce que je vais proposer là jusqu'à maintenant, faites-le vraiment en famille parce que c'est des exercices qui sont très amusants, très constructifs et la vision des autres est très complémentaire. De voir un petit peu, c'est très interpellant parfois de voir ce que les enfants pensent par rapport à la désorganisation, d'aller leur demander à eux ce qui les agace au quotidien et franchement c'est super instructif et ça permet aussi de recommuniquer et ça permet aussi de resserrer les liens familiaux. Donc vraiment, je vous le conseille vraiment de le faire. En plus, les mood boards, c'est toujours très très sympa à faire. C'est toujours très ludique à faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon amusement dans votre mood board. Yes. Alors, on va passer à la deuxième étape. Donc ça aussi, c'est un exercice que je vais vous proposer de faire en famille ce week-end. Avant ça, je vais vous faire une mini théorie, donc de voir quels sont les différents types de désordres qu'on peut rencontrer dans la maison. Alors là, je vous ai pris des photos extrêmes, hein, j'ai un petit peu pour le fun, mais donc là, il y a le premier désordre qui est le désordre flagrant, donc qui est un désordre qui est très visible, hein, qu'on voit quand on entre dans les pièces de la maison, donc sur les meubles, dans la table de la cuisine, la table du salon.
Et c'est pas grave. Il ne faut pas oublier qu'une maison est vivante. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a nos activités. Et moi, je ne prône pas du tout les maisons hyper rangées de magazines et minimalisme. Moi, je prône des maisons dans lesquelles on est bien, dans lesquelles on vit bien en famille. Mais quand ce désordre flagrant devient trop important, trop polluant visuellement, et que surtout, on voit qu'on on ne sait plus où ranger les affaires. C'est de nouveau, c'est là que ça commence à poser problème. À l'autre extrémité, on a le désordre qu'on appelle rampant. Alors ça, c'est le désordre caché. C'est le désordre qui est caché dans les armoires, dans les tiroirs, et dans lequel on met dedans, enfin on pousse, enfin voilà. Et il doit commencer à vous alerter, c'est que quand on ouvre les armoires, on a les choses qui tombent, ou alors c'est que on cherche un petit peu à l'arrière ce qui se passe, et puis on se laisse décourager parce que ça tombe de trop, donc on referme l'armoire et on essaye de les oublier. Et le mix des deux, c'est vraiment quand le flagrant et le rampant donc, se mettent ensemble, donc les armoires sont pleines, on n'a plus de place dans les armoires, donc on commence à poser sur les surfaces, par terre, et on peut vraiment en arriver à des pièces qui sont totalement encombrées. Et vous allez comprendre aussi pourquoi dans l'exercice que je vous ferai plus tard, pourquoi on peut en arriver donc aussi à ces situations. Mais ça, c'est vraiment pour vous que vous appreniez à les identifier. Et sur ce slide-ci, c'est encore, on va dire, des sous-catégories donc de désordre. Hein. Donc, on a les fameux points chauds. Alors, les points chauds sont tout à fait normaux. Dans toutes les maisons, nous avons des points chauds. Ce sont les endroits où on pose naturellement les affaires. Donc, par exemple, quand on revient après sa journée de boulot, c'est là où on pose ses clés, son téléphone, son sac à main. Et puis, on va à la cuisine, on dépose sa veste sur la chaise de la cuisine. Donc, voilà, ça, ce sont les points chauds traditionnels. Et c'est normal. Par contre, sur la photo de gauche, voilà, on commence à avoir des amas sur le meuble. Pourquoi? Parce que si on ne prend jamais la peine de ranger ces points chauds, ben finalement, le désordre attirant le désordre, ben à côté des clés, ils vont se mettre les lunettes, et puis ils vont poser des papiers, puis ils vont se poser tout plein d'autres objets. Et on en devient là, on en devient après à un désordre flagrant. Donc, une petite astuce pour les points chauds, c'est déjà de les identifier. Ensuite, c'est d'en garder un ou deux un peu stratégiques. Donc, garder peut-être par exemple une surface dans le hall d'entrée quand vous arrivez, une surface peut-être à la cuisine, et se dire que tous les jours, je prends 5 minutes pour ranger ces points chauds. Après, on a des désordres qui sont occasionnés par la quantité d'une même catégorie d'objets. Donc là, j'ai pris un exemple de jouets et de loisirs créatifs. Donc, c'est quand par exemple, je prends l'exemple des jouets. Donc, on achète des jouets, on achète des jouets, on achète des jouets et on ne prend jamais la peine de trier ce qu'on a d'existant. Et on peut avoir des situations où on a des enfants qui ont 12 ans et on a encore les jouets de quand ils sont tout petits. Et forcément, plus on accumule la même quantité d'objets, on en arrive donc à des désordres rampants et flagrants. Donc, parce qu'on n'a plus de place, donc on les met sur les dessus des meubles et puis sur le côté. Et alors, les rangements compliqués, alors les perfectionnistes qui m'écoutent vont peut-être se reconnaître. Donc, les rangements compliqués, c'est vraiment provoqué par les perfectionnistes, parce qu'on veut tellement que ce soit bien fait, bien rangé, qu'on achète plein de rangements qui sont mignons comme tout, mais où il y a des petites boîtes, il y a des petits tiroirs, etc. Et on en arrive dans des situations comme ça, et c'est véridique, je l'ai vécu, où on prend des rangements tellement compliqués, mais c'est jamais toujours assez bien. Donc, finalement, on en reste paralysé et on laisse le désordre sur le sol. Moi, j'ai vu un appartement magnifique avec des super belles étagères au mur et la personne avait laissé tous ses objets par terre parce qu'elle n'arrivait jamais à trouver quelque chose d'assez bien, d'assez beau pour en arriver à ranger dans ses armoires. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus et en revenir donc à se simplifier la tâche. Je vais vous donner des astuces après, donc pas de panique. Là, je vous ai montré les différents types de désordre. L'exercice que je vous propose pour ce week-end, c'est de faire le tour de votre maison, comme si vous la visitiez la première fois. Faites des photos, des vidéos et revisionnez tout en famille, enfin seul ou en famille, comme vous voulez. Vous allez être surpris par ce que vous allez voir. Parce qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit plus ce qu'on a autour de nous. Et voilà. Après, ça peut un peu faire peur, mais n'ayez pas peur, il y a des solutions. Mais voilà, un chouette petit exercice à faire qui permet un peu de revoir sa maison avec un œil neuf. Et vous allez voir sur les photos et les vidéos, je vous promets des choses que vous n'imaginez même plus. Quoi. Donc, et ça peut être des petites choses. Hein. Là, je vous montre toujours des photos très extrêmes. Hein, mais vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez la console de votre meuble dans le hall d'entrée, qui finalement, oui, il y a peut-être plus de choses que vous vous souveniez. Donc, voilà, petit exercice à faire ce week-end.
Alors voilà, là je vous ai un petit peu mis voilà, sur des situations, enfin les yeux face à des situations qui ne sont pas très agréables. On va un petit peu faire la petite minute de déculpabilisation. On a donc beaucoup d'objets qui rentrent dans nos maisons, qui provoquent des organisations et des ordres, mais aussi nous vivons dans des modes de vie qui nous poussent à la consommation. Donc, on vit dans des sociétés de surconsommation, on a des grandes surfaces qui nous proposent pléthore d'objets entre l'alimentation, les vêtements, les soins de beauté, etc., où c'est très très facile d'acheter et de se laisser tenter. Donc là, c'est une première cause qui amène des objets dans la maison. On a les modes de travail qui évoluent, donc voilà, c'est un peu le sujet principal de cette masterclass. Hein. Donc le télétravail qui s'invite à la maison, l'école en ligne, l'entrepreneuriat en ligne, qui fait on passe beaucoup de temps donc, derrière son PC à la maison. Et tous ces modes de travail donc, qui évoluent dans des maisons qui ne sont pas adaptées provoquent des ordres et des organisations. On a aussi les modèles familiaux hein, qui évoluent. Donc, on a les familles recomposées qui, bon, ben là, je ne vais pas comment m'étaler en long et en large, deux maisons, deux modèles familiaux, on a les achats en double, on a des systèmes d'organisation qui sont différents d'une maison à une autre. Donc, on a des maisons vides la semaine, on a des maisons pleines la semaine suivante. Donc voilà, tout ça provoque évidemment des ordres et des organisations. On a les loisirs, donc on a pléthore de loisirs maintenant, des nouveaux loisirs, beaucoup de nouveaux loisirs qui nous sont proposés. Donc on a les personnes qui ont dans les talents l'exploration, donc sont très tentées de tenter. Et quand on essaie un nouveau loisir, on achète tout ce qui va avec. Donc voilà, on a plein de tous ces nouveaux objets qui rentrent. Et puis, on a évidemment tout ce qui est voyage, qui est beaucoup plus accessible financièrement. Donc, on est très tenté évidemment de partir très souvent de la maison, en temps normal évidemment. Et tout ce temps qu'on ne passe pas à la maison, c'est tout du temps aussi dont on ne prend pas soin de la maison. Et alors, les dérives d'Internet, déjà qui nous permettent d'acheter très très facilement. Hein, donc, sans se déplacer de son salon, on peut commander et se faire livrer pléthore d'objets. Et de nouveau, Internet aussi à ses travers, de la consommation donc, excessive de vidéos, des réseaux sociaux et des jeux. Et tout c'est du temps perdu, donc on ne passe pas dans sa maison. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout le contexte qui nous entoure et sur lequel il faut prendre conscience, mais qui donc évidemment, voilà, pour lequel donc, on n'est pas responsable. On est juste responsable du comportement qu'on peut avoir face donc, à ces modes de vie. Et là, donc, on continue la petite minute déculpabilisation. Donc, on a 4 causes principales donc, de l'encombrement de nos maisons. Le premier, c'est la part de l'inné. Donc, comment, de manière innée, on est naturellement. Donc, on est naturellement bordélique, naturellement organisé. Et pour aller un petit peu chercher ça, je vous invite à aller voir un petit peu comment vous étiez enfant, aller retrouver peut-être des photos de votre chambre d'enfant, aller interroger vos parents, vos frères, vos sœurs. Essayez un petit peu d'aller voir quelle part de vous est vraiment naturelle chez vous. Sur cette part de l'inné, va se mettre plusieurs couches d'éducation. Donc, il y a l'exemple que nos parents nous ont montré. Est-ce qu'ils étaient bordéliques? Est-ce qu'ils étaient organisés? Est-ce qu'ils travaillaient tous les deux? Est-ce que maman était femme au foyer? Donc, moi, quand je prends mon exemple, ma maman était femme au foyer, mon papa travaillait. Mon papa était un accumulateur hyper organisé. Et ma maman, voilà, était, elle, un petit peu plus laxiste sur le rangement. Il y a aussi l'exemple qu'on a eu de nos instituteurs, de nos professeurs, de l'université, de nos collègues de travail, de notre hiérarchie. Enfin voilà, tout autant de couches d'éducation qui viennent un petit peu modifier notre part de l'inné parce qu'on s'adapte. Et sur ça, il y a encore des couches supplémentaires. Donc, c'est nos modes de fonctionnement. Donc, est-ce qu'on est un sentimentaliste? Est-ce qu'on est un collectionneur perfectionniste? Est-ce qu'on est un procrastinateur? Alors, je ne les ai pas tous mis là, mais donc on a 13 modes de fonctionnement qui ont été clairement identifiés. Et on peut évoluer en cours de vie dans ces modes de fonctionnement. Donc, on peut... moi, j'étais très collectionneuse quand j'étais jeune. Et moins sentimentaliste. Maintenant, avec le temps, moi, je deviens parfois un petit peu trop sentimentaliste, donc il faut que je travaille là-dessus. Et évidemment, ça, je suis perfectionniste depuis tout le temps, donc ça, c'est aussi un problème sur lequel je dois travailler au quotidien. Et alors, le dernier point, donc événements rencontrés de la vie, donc c'est tous les événements qui sont chargés émotionnellement. Donc, naissance, divorce, les déménagements, les reconversions professionnelles, les problèmes de santé. Tous ces événements que nous rencontrons provoquent inévitablement des changements d'organisation, des désorganisations, parfois minimes, mais c'est inévitable, ça provoque un changement dans nos maisons et dans nos vies.
Donc, on peut être quelqu'un de très organisé avant la naissance des enfants et puis après, on perd pied et on devient un peu bordélique après la naissance des enfants. Il y a des divorces, on change de maison, on change d'organisation. Le départ des enfants de la maison, là aussi, c'est quelque chose, le syndrome des enfants qui quittent le nid, donc quelque chose qui peut être très difficile à gérer pour les parents. Enfin, voilà. Et alors, tout ça pour vous dire, on ne sait pas changer ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a aucune influence. Donc, ce qui est bien, c'est de les identifier et de les accepter. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas choisi j'ai pas choisi de divorcer, j'ai pas choisi de me casser la jambe. Mon mode de fonctionnement, il est comme ça. Donc, voilà. Identifier, accepter, apprivoiser, ça va déjà amener un gros ouf de soulagement. Ce qui arrive chez moi, j'en suis pas responsable. Donc voilà, ça c'est déjà faire du bien. Alors, c'est pas vraiment une question, mais il y a Fanny qui nous partage. Alors, il y a Clémence qui dit que je suis naturellement ultra bordélique. C'est très naturel chez moi. Et c'est pas grave. Et il y a Fanny qui dit j'ai l'impression d'être tout à la fois. Et du coup, il y a une question qui me vient, c'est parce que tu dis lorsqu'on est telle ou telle définition, tu vois, mode de fonctionnement, il faut qu'on travaille dessus. Et quand on a l'impression d'être tout à la fois, comment on fait? Ce qui est bien, là, c'est quand on est tout à la fois. Après, c'est une impression. Hein. Je ne pense pas qu'on peut être tout à la fois. Après, on peut avoir des petites choses. Hein. On peut être un petit peu perfectionniste et principalement collectionneur, mais être tout à la fois, je ne pense pas. Mais ce qui est bien, c'est d'aller, enfin moi en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller chercher à mieux me connaître. Donc moi j'ai fait plusieurs processus, j'ai été identifier mes talents naturels, je me suis fait accompagner, mais voilà c'est pas toujours des accompagnants très très chers, hein, mais moi je me suis fait accompagner sur certains. Donc j'ai été identifier mes talents et ça fait déjà du bien quand on voit un petit peu que ces talents naturels provoquent ça. Forcément il y a c'est ce qui se cache derrière. Récemment, j'ai fait un test j'ai fait un test de personnalité, donc ça m'a aidé aussi. Et je continue. Moi, je suis toujours en chemin par rapport à ça, d'aller vraiment mieux me connaître. Donc voilà, et ça fait du bien parce que chaque fois quand on identifie des facettes de sa personnalité ou de ses modes de fonctionnement naturels, on sait mieux comment l'appréhender. Moi, j'ai fait un anéagramme aussi il y a quelques temps, donc voilà, c'est vraiment. Moi, j'aime bien ça. Moi, je vais toujours à la recherche de moi, donc. De toute façon, je pense que c'est quelque chose aussi que tu vas pousser dessus quand tu fais tu accompagnes en reconversion professionnelle. Hein. Exactement. Et ça a beaucoup, c'est très lié, ça a beaucoup de sens. Non, je suis complètement sur la reconnexion à soi plus que sur, tu vois, que des bilans de compétences. Pour moi-même, avoir vécu des bilans de compétences qui m'ont permis de valider ce que je savais un peu déjà, ça ne m'a pas permis d'aller savoir qu'est-ce que je voulais vraiment. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus important, en tout cas pour moi, d'aller se reconnecter avec qui on est vraiment et comprendre notre fonctionnement. Tout à fait, ça a tout son sens. C'est un cheminement qui, je pense, se fait toute la vie et qui est passionnant. Pour ma part, moi, je trouve ça juste passionnant. Il y a beaucoup de partages là, qui viennent d'arriver. Il y a Orava qui dit responsable si, mais je m'accepte tel que je suis, donc je déculpabilise. La valeur responsabilité est trop forte pour moi pour me dire que je ne suis pas responsable, avec un smiley. Ouais. J'aime beaucoup l'idée de toujours chercher à mieux se comprendre. C'est ce qu'elle partage aussi, Orava. Ouais. Stéphanie qui dit je suis plutôt accumulatrice ayant grandi avec dans des maisons plutôt de Vietnamiens plein de nourriture. Oui, ça aussi. Donc, quand je parle d'éducation, il y a toute la dimension culturelle aussi qui y a derrière ça, hein, selon de quelle origine on est, qui sont différentes, voilà, d'une culture à l'autre. Donc, ça aussi, c'est important d'aller voir. Moi, j'ai accompagné, non, là, j'ai pas accompagné, mais j'avais conseillé une personne qui venait du Canada. Et en fait, dans cette partie du Canada, les maisons étaient minuscules, en fait, parce que les terrains sont tellement chers. Mais alors, c'est des maisons qui sont minuscules, mais voilà, à partir du moment où il y a déjà 2 enfants, c'était déjà limite, quoi. Donc, il y avait 3 ou 4 enfants. Ben voilà, donc, mais ça faisait partie, d'une certaine manière, de la culture de là-bas. On ne fait pas de grandes maisons, elles sont petites et on doit adapter en fonction des familles qui. Donc voilà, donc il faut vraiment aller voir ça aussi, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà, on habite en Amérique, en Asie, en Europe, on n'a pas les mêmes façons de vivre, et ça, c'est très important d'en tenir compte, quoi. Donc,
Voilà, faut pas aller voir des modèles qui ne nous ressemblent pas aussi. Hein, donc ça, c'est très important. Alors après, ce que je vais, voilà, comme je disais ici, on n'est pas responsable, on conscientise, on accepte et on travaille sur soi pour mieux se comprendre. Et ce que je vais vous partager après, ça c'est quelque chose qu'on peut prendre en main et on peut agir. Alors, je vais vous parler des envahisseurs. Je vais juste mettre un petit peu de contexte. Donc moi, j'ai fait une formation de home organizing, mais j'ai fait aussi une formation de révélation d'intérieur. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, la révélation d'intérieur permet vraiment de prendre les choses dans toute sa globalité. Le home organizing, ce sont des techniques de rangement. Voilà, on décide de ranger sa cuisine. Voilà, on désencombre, on trie, on range. Ça, c'est du home organizing. La révélation d'intérieur, c'est vraiment une approche beaucoup plus globale et qui prend un peu la maison dans tout son ensemble. Et c'est d'ailleurs, l'atelier d'aujourd'hui, je l'ai axé principalement comme ça. Parce que si on range sa cuisine ou sa salle à manger, c'est bien. Mais le bazar, il reviendra dans 1 mois, 2 mois, sûr. Si on ne va pas faire le travail en prenant de la hauteur sur le pourquoi on a du désordre, ça reviendra. Donc ici, c'est une des premières étapes que je propose de faire dans les accompagnements. C'est d'abord aller voir ces envahisseurs. Alors, qu'est-ce qu'un envahisseur de maison? Il y en a 3. Un envahisseur de maison, c'est quelque chose qui se met de manière très insidieuse dans presque toutes les pièces de la maison et qui sont chronophages en termes de temps et d'énergie. Donc le premier, ce sont les jouets. Alors, toutes les familles ne vont pas être concernées évidemment par cet envahisseur, surtout quand les enfants sont devenus grands et ou ont quitté la maison. Mais bon, quand les enfants quittent la maison et puis finalement on devient mamie, on a des petits-enfants, ben, c'est un envahisseur qui peut vite revenir. Donc, le linge. Alors ça, c'est le linge, c'est le pire. On a tous du linge, on doit tous traiter notre linge et c'est vraiment quelque chose qui se met vraiment partout dans toute la maison. Et pour tous ceux qui m'écoutent, qui traitent leur linge, enfin, qui s'occupent du cycle du linge à la maison, donc ne faut pas me contredire, ou c'est quelque chose qui est chronophage et en plus on n'aime pas toujours faire ça. Et alors les papiers, donc ça c'est le dernier envahisseur, donc c'est tous ces petits papiers que je vous expliquais en début d'atelier qui vont se mettre de manière très insidieuse un petit peu partout dans la maison et qui nous prennent la tête. Donc vraiment, on peut vraiment dire que ces 3 envahisseurs au quotidien. Si vous allez donc télécharger mon workbook, l'exercice, j'ai mis des espaces pour travailler cet exercice dans le workbook. Je vais vous proposer, donc je vais m'attarder plus sur le premier. Le même exercice est à faire pour les 2 autres envahisseurs. J'ai choisi le linge parce que comme je vous disais, il y en a partout. Enfin, dans toutes les familles, dans tous les foyers, il y a du linge. Et c'est d'abord d'aller voir, donc prenez vos plans de maison ou retracez de manière les perfectionnistes, faites des petits carrés tout simples, ce sera très très bien. Redessinez rapidement donc les plans de votre maison et vous allez identifier avec ici une gommette jaune ou un marqueur de couleur, vous allez identifier dans chaque pièce où est-ce que vous avez du linge. Alors, je parle du linge qui fait partie du cycle du linge. Donc, à partir du moment où votre linge, voilà, votre blouse ici, la blouse ici sort de la garde-robe, je la mets au panier de linge sale, je la lave, je la sèche, je la repasse et puis en fait, je vais la ranger dans le dressing ou la garde-robe. Donc, c'est d'aller voir où est-ce que je lave, où est mon panier de linge sale, où est-ce que je sèche le linge, où est-ce que je repasse. Et d'aller un petit peu identifier dans votre maison, où est-ce que je dépose la manne à linge, où est-ce que je plie le linge aussi. Donc voilà. Et vous allez très très vite étonner, sauf si vous avez un système de fonctionnement qui est déjà optimum, vous allez être étonné à quel point vous en avez un petit peu partout dans la maison. Et déjà d'aller voir un petit peu, ah ben mince, j'ai du linge au salon, j'ai une petite manne qui me traîne de temps en temps à la cuisine, je repasse à l'étage, je lave à la cave. Et vous allez tracer, je vous invite à tracer entre les différents endroits, les différentes gommettes que vous aurez mis, les petits points de couleur. Et je vous invite donc à aller un peu voir quel trajet vous faites dans votre maison pour gérer votre linge. Et je pense que vous allez être un petit peu surpris. Et petit bonus, je vous invite à chronométrer un petit peu combien de temps vous prend votre cycle du linge complet. Voilà, donc je vous invite à faire cet exercice et de noter dans le workbook un petit peu tout ce que vous tirez comme conclusion donc, de cet exercice qui est très interpellant. Le principe de la révélation d'intérieur, c'est que quand on a fait ce genre d'exercice, c'est d'aller chercher des solutions, comment on peut rassembler au maximum ces différentes fonctions du cycle du linge. Je m'explique. Dans beaucoup de maisons,
On lave le linge dans les caves, dans les buanderies qui sont dans le garage, et on range les vêtements à l'étage. On va dire de manière un petit peu standard, c'est un peu ce qui se passe. Mais réfléchissez un peu, si vous pouviez avoir au même endroit ces différentes fonctions, donc de laver votre linge, de le sécher, de le repasser et de le ranger au même endroit. Ici, on va dire, c'est l'exemple le plus idéal qu'on peut avoir. Donc, ne vous focalisez pas à 100% sur cet exemple, c'est pour vous montrer un peu la philosophie de la relation d'intérieur. Idéalement, si on pouvait avoir cette configuration dans notre maison, donc d'avoir juste à côté de la salle de bain la buanderie et le dressing familial, imaginez un peu à quel point vous n'auriez plus de linge qui traînerait dans toute votre maison, à quel point vous gagneriez du temps et de l'énergie. Ici, j'ai mis des exemples, donc voilà, ça peut se faire de manière très simple. Donc, ça peut être simplement de déménager ses machines à laver à la salle de bain. Et on n'est pas obligé, enfin moi, je n'ai pas pu le faire dans ma maison, ça ne se permettait pas, mais je l'ai fait de manière partielle. Donc, moi, je n'ai pas pu instaurer le dressing familial chez moi parce que ça ne s'y prêtait pas, mais j'ai réussi donc à rassembler mes machines à laver proches de la salle de bain. Et il faut savoir qu'avant, j'avais mes machines à laver qui étaient dans mon garage. Et dans le workbook que vous demanderez à télécharger, je vous ai mis l'exemple de ma maison, donc ce que j'ai fait avant et après. Et je pense que vous avez compris le principe. À partir du moment où vous rassemblez un maximum toutes ces fonctions au même endroit, vous imaginez bien tout le temps que vous allez gagner, qui ne vous polluera plus l'esprit donc au quotidien. Et alors, quand on a ce genre de configuration, les routines se mettent très très facilement en place. Je ne veux pas que demain, n'allez pas commencer à casser des murs chez vous ou commencer à révolutionner toute votre maison. C'est juste d'aller voir un petit peu ce que vous pouvez faire en petit effet domino. Donc peut-être d'aller monter vos machines à laver à la salle de bain. Il y a peut-être une grande salle de bain. Vous pouvez peut-être faire un petit espace pour ça. Est-ce qu'à côté de votre salle de bain, est-ce que vous n'avez pas une chambre que vous n'utilisez pas, que vous pourriez convertir en dressing familial? Imaginez que si tout le linge est converti dans une pièce, vous n'aurez plus les dressings dans les autres chambres et vous pourrez récupérer de la place, par exemple, si les chambres sont très petites ou sous les toits, c'est parfois un problème donc d'avoir des dressings dans les chambres. Donc voilà, c'est plutôt d'aller un petit peu... voir un petit peu, c'est vraiment des petites actions parfois qui peuvent vraiment avoir donc des effets très très bénéfiques pour votre quotidien. Voilà, je vous invite à faire le même exercice pour les jeux si vous êtes concerné donc par les jouets. Je pose ici la question, donc les jouets, c'est d'aller voir où est-ce que vous les rangez, où est-ce que vos enfants jouent. Et donc je vous invite à réfléchir. Un enfant, très souvent, il joue où les parents sont, où les parents travaillent, où maman fait à manger le soir. Donc, il va rarement jouer dans une salle de jeu qui est à l'opposé de la maison. Et moi, je suis contre les salles de jeu parce que les enfants n'y vont jamais et finalement, ça devient des pièces à bazar. Et pourquoi est-ce qu'on ne rangerait pas les jeux à proximité de là où ils jouent tous les jours? Et peu importe que ce soit au salon, en fait. Alors, des personnes me disent, oui, mais c'est pas esthétique, oui, mais j'aime pas avoir les jouets à vue dans le salon, dans la salle à manger. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous agace le plus? Est-ce que c'est de voir des jeux, je vais vous montrer après des exemples de rangement qui sont pas trop moches. Qu'est-ce qui vous agace le plus? Est-ce que c'est de vous fâcher tous les jours sur les enfants parce qu'ils ne rangent pas leurs jeux où l'endroit de rangement est à l'autre bout? Est-ce que c'est vous, tous les jours, vous râlez tous les jours parce que vous commencez à vous-même ranger les jouets? Et imaginez un peu, les enfants, ils grandissent très vite. Hein. Ça va durer combien de temps? Ça ne va pas durer des années. Et est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de mettre en place des actions maintenant qui vont alléger le quotidien de tout le monde plutôt que de rester sur des codes, sur des façons d'aménager ces maisons traditionnelles? Voilà, c'est un peu des petites questions que j'envoie là comme ça, des petites bombes un petit peu à réfléchir. Quand je disais que nos maisons ne sont plus adaptées à nos modes de vie, c'est ça en fait. Pourquoi aller faire une salle de jeu comme tout le monde? Et finalement, moi, j'ai toujours rangé les jeux dans mon espace salon. Là, j'avais fait quelque chose d'un petit peu esthétique, mais c'était tellement plus facile et tellement moins prise de tête au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment d'aller un petit peu sortir des codes et de ne pas faire comme tout le monde en fait. C'est vraiment toujours aller adapter la maison à votre mode de vie et pas l'inverse. Donc vraiment, voilà, c'est ce que j'aime bien un petit peu disséminer comme... Yes. Et voilà.
Il y a juste un partage là que je trouve intéressant. C'est Fanny qui nous dit, je trouve ça super intéressant. Est-ce que cela veut dire que si on prend le parti de gagner du temps, on perd de l'espace? Ça dépend donc vraiment de notre besoin de départ, c'est cela? Tout à fait. Toujours aller se raccrocher à son besoin de départ. C'est se raccrocher à son besoin de départ et pas comment font les autres, en fait. Vraiment. Chaque famille est différente. On vit tous de manière hyper différente. Mais par contre, on a souvent des maisons qui se ressemblent un peu, qui ont des dispositions très, très similaires. Mais c'est pas parce que le voisin a fait, je sais pas moi, il a fait une maison très traditionnelle, salle à manger, salle de jeu, etc., que vous devez faire pareil. C'est vraiment toujours se reconnecter à ses besoins et à son mode de vie actuel, en fait. Donc, c'est comme ça que je prône, et en tout cas que je dirige mes accompagnements. Et ici, ben voilà, c'est pour des petits exemples de rangement de jeux qui sont intégrés dans les pièces de vie. Donc ça, je précise. Donc il n'y a pas de salle de jeu. Et on peut faire ça, voilà, de manière plus ou moins esthétique. Hein. Après, on peut amener des éléments de décoration hein, pour ceux qui n'aiment vraiment pas voir des jeux à vue. Hein, il y a des cloisons qui existent. On peut mettre des plantes, on peut mettre des rideaux. Enfin voilà, c'est voilà, des petits exemples pour vous montrer que... Et dites-vous que voilà, quand vos enfants auront 16 ans, qu'il n'y aura plus de Playmobil qui traînent, ben vous les regretterez peut-être. Quoi. Donc, Et donc ici, ça c'est l'exercice qu'on peut faire pour les papiers et qui est donc la même chose, c'est d'aller identifier où les papiers, où est-ce que je traite mes factures au quotidien, où est-ce que je télétravaille, où est-ce que les enfants font leurs devoirs, où est-ce que je range ces papiers, est-ce que vous avez un bureau, alors la réflexion qui va après ça, c'est comme la salle de jeu, est-ce que vous avez un bureau dédié uniquement pour faire vos factures, est-ce que vous avez un bureau dédié pour télétravailler, alors de nouveau, c'est d'aller voir où est-ce que vous traitez naturellement vos factures. Dans beaucoup de cas, il y a des gens qui ont fait des bureaux et qui traitent leurs factures à la cuisine. Le télétravail s'est invité dans nos maisons. Certaines personnes se sont fait des bureaux. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont un bureau, mais ils travaillent au salon. Pourquoi? C'est toujours d'aller se reconnecter à ce qu'on aime faire. Dans quel endroit de la maison j'aime m'installer pour travailler? Est-ce que c'est face à la vue du jardin, alors que j'ai un bureau qui est sous le toit, qui est sombre, qui est moche, dans lequel j'ai froid? Où est-ce que c'est aussi de se poser la question, où est-ce que vous êtes créatif? Où est-ce que vous êtes le mieux pour faire du pur administratif? On peut avoir aussi des endroits différents pour travailler, et aussi bien pour les enfants. Où est-ce qu'ils aiment faire leurs devoirs écrits? Où est-ce qu'ils aiment étudier? Donc voilà, donc c'est vraiment d'aller réfléchir un petit peu à tout ça, à ce que vous faites naturellement, sans vous poser de questions et sans vous dire, oui mais mince, j'ai une pièce là que j'ai aménagée et que j'utilise jamais. Non, allez voir si je suis bien à la cuisine pour travailler, si je suis bien dans mon salon, eh bien, adaptez cet espace en fonction de ça. Si vous aimez travailler dans votre cuisine, un exemple que je peux vous donner, et pourquoi est-ce que je ne dédierais pas une armoire de la cuisine pour ranger mes papiers? Ce serait facile à ranger, on ne se prend pas la tête le soir quand on dresse la table, et c'est facile pour tout le monde. Donc voilà, donc sortez des codes, sortez de ce qu'on nous a toujours un petit peu appris au niveau des standards de maison, et encore une fois, adapter donc votre mode de vie, adapter votre maison à votre mode de vie. Et en fait, cet exercice des plans, donc voilà, ici, il y a mettre des petites gommettes bleues par rapport à ça. Vous allez naturellement, vous allez avoir vraiment des déclics qui vont se faire. Donc, quand vous allez un petit peu disposer toutes vos petites gommettes là, comme je vous ai demandé, vous allez voir, vous allez naturellement, vous allez vous dire, ah oui, mais ça, en fait, je pourrais le faire comme ça. Yes. Et ici, ben voilà, des images d'inspiration. On n'est pas obligé d'avoir un bureau dédié. Mais si votre profession le nécessite, parce que vous avez des clients, parce que vous faites du coaching, parce que vous avez besoin d'endroits de concentration maximum, même si on peut avoir un bureau dédié. Hein, c'est toujours d'aller s'adapter. Moi, j'ai 2 bureaux à la maison. J'ai un bureau au bout de mon salon que j'ai aménagé où je travaille tous les jours parce que j'aime être dans mes espaces de vie. En plus, j'ai vu sur mon jardin, donc je suis bien. Et ici, je suis dans mon espace bis. Voilà, aujourd'hui, les enfants sont là, donc je sais qu'elles vont regarder la télé ce matin. Et donc voilà, ici c'est vraiment un petit bureau d'appoint que j'ai mis dans un autre endroit de ma maison et je peux m'y mettre le soir quand je fais mes visios pour ne pas les déranger quand ils sont au salon. Comme maintenant, elles sont en vacances, donc elles profitent un petit peu. Donc on peut avoir quelque chose qui est plus ancré et puis on peut avoir un petit bureau mobile en fait, qu'on peut un petit peu déplacer. Et puis on peut avoir tout simplement son PC portable qu'on déménage d'un endroit à un autre parce que tel jour on se sent travailler dans sa chambre, tel jour on se sent travailler dans son jardin. Donc voilà, c'est vraiment... Et c'est idem pour les enfants, quoi. Donc voilà, ici des petites images d'inspiration, mais c'est un peu pour vous montrer qu'on peut sortir un petit peu des codes. Donc voilà, donc c'est un petit peu vraiment ce que je vous dis ici. Donc
Il faut vraiment qu'on aille différencier ce que notre éducation nous a appris en termes d'aménagement, les fameuses règles conventionnelles que certains architectes dessinent quand ils nous font les plans de maison. C'est l'effet de mode. On a tendance à se dire, bah, tiens, moi, c'est le cas chez moi. Donc, moi, j'ai fait une mezzanine dans ma maison et je le regrette. Jamais j'aurais dû. C'était un effet de mode à l'époque. Cette mezzanine, elle me prend de la place, elle me prend de l'énergie. Enfin, voilà, si ce serait à refaire, je ne ferais pas du tout comme ça. Et c'est toujours d'aller voir, d'aller analyser nos mouvements naturels et notre réalité du quotidien. Donc, voilà, ici, je vous mets un petit exemple. Ce n'est pas celui qui est dans le workbook, ça, c'est un exemple d'une cliente. Celui dans le workbook, c'est mon exemple à moi. J'aime bien utiliser celui-ci parce qu'il est le reflet de tout ce que je vous ai expliqué. Donc, la situation avant et après. Donc, on a fait l'exercice des gommettes, comme vous pouvez voir. Donc, les papiers, le linge et les jouets. Et là, la situation ici, c'est une famille recomposée. Ils ont un enfant chacun et ils ont un projet d'avoir un bébé. Et ils me disent, ben voilà, on a besoin d'une chambre. Voilà, ça, c'était leur besoin véritable. On a besoin d'une chambre pour le bébé à venir. Monsieur est indépendant et donc il fait ses papiers le soir quand il rentre du travail. Et comme vous voyez sur les photos de gauche, donc ils ont une pièce à l'avant qui était complètement en désordre, donc vraiment le mix des deux désordres comme je vous ai montré, et qui était attenante à une salle de bain. Et naturellement, eux, ils adorent aller dans cette salle de bain, alors qu'ils ont une salle de bain à l'étage, ils veulent aller que dans celle-là. Donc ils me disent, oh bon, peut-être que dans cet espace stockage, on pourrait faire la chambre de bébé. Donc moi, je leur dis, vous êtes sûr? Parce que bébé, quand il est bébé, par définition, vous allez devoir lever la nuit. Donc vous allez descendre pendant la nuit des escaliers et chaque fois voir ce qui se passe avec bébé. Enfin, déjà en le disant, on voit déjà que ça ne va pas fonctionner. Et alors, quand on a fait un petit peu le travail, on en est arrivé à cette conclusion. Donc, cet espace de stockage aussi était un bureau que monsieur avait aménagé et n'a jamais. Lui, il travaille à la cuisine. Le soir, il fait ses devis, il fait ses papiers, donc vraiment en plein cœur de la cuisine, parce que c'est le noyau central de la maison. Et bien, ouais, l'exercice qu'on a fait, et je vous promets que cet exercice, on n'a cassé aucun mur, on n'a fait aucune dépense. Cet espace de stockage, qui était un bureau dédié, mais jamais utilisé, est devenu une pièce à bazar. On en a fait la fameuse pièce de rassemblement dressing familial buanderie. Ils ont eu juste à y déplacer les machines à laver et ils ont redescendu toutes les armoires donc, des dressings qui étaient à l'étage. Donc ce dressing familial combiné buanderie qui était juste à côté de leur salle de bain, ben voilà, vous avez compris, on a appliqué un peu les termes du rassemblement qui, pour madame, était devenu un gain de temps et d'énergie au quotidien. Monsieur a accepté le fait qu'il aimait faire ses papiers. Et en fait, il a conscientisé, j'aime faire mes papiers à la cuisine. Parce qu'en fait, il était toujours un peu assis en deux chaises. Il se mettait à la cuisine, mais avec une culpabilité de me dire, oh, mais j'ai mon bureau de l'autre côté et j'y vais jamais. À partir du moment où je lui ai dit, on abandonne cette idée de bureau, vous faites vos papiers à la cuisine, ils ont dégagé une armoire dans la cuisine qui permettait de ranger ses papiers au quotidien, qui me permettait à madame de ne plus être agacée d'avoir les papiers qui traînaient tous les jours le soir. Et à l'étage, ils avaient un dressing qui était toujours en bazar, parce que comme vous avez compris, ils faisaient l'aller-retour toujours entre les deux étages. Et ce dressing qui est devenu la chambre de deux bébés, qui était juste à côté de leur chambre à eux. Donc forcément, la facilité, enfin, c'est pas photo, c'était hyper facile. Et les seuls travaux qu'ils auront éventuellement à faire plus tard, c'est quand bébé grandira, c'est de faire peut-être une cloison de séparation, donc entre la chambre de ses parents et sa chambre à lui. Et avec juste un mini effet domino, on a résolu la majorité de leurs problèmes d'organisation du quotidien. Donc, voilà. Et là, on a vu ça, vous voyez, on a une vision globale de l'organisation. On ne s'est pas dit on va aller juste ranger la pièce de stockage. C'est bien beau d'aller ranger la pièce de stockage et après, si on ne lui attribue pas une fonction, si on ne va pas voir comment fonctionne la famille, ça peut pas fonctionner dans le temps en tout cas. Donc voilà. Et quand on a fait cet exercice, là, on peut trier. On peut faire un peu de tri, on peut faire du home organizing. Parce que forcément, quand on a redéfini les fonctions des pièces, voilà, on se dit, la pièce de stockage qu'on avait là, entre autres, à un moment, il a fallu comme la vider. Quoi, hein, donc, et c'est là qu'on peut donc trier en pleine conscience.
Et en plus, on sait pourquoi on trie, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, on sait comment on va réaménager ces pièces. Donc c'est d'autant plus on rencontre notre motivation première, et c'est d'autant plus facile donc là d'entamer son travail de tri. Donc voilà, ici je vous ai mis, vous retrouverez ça dans le workbook aussi, donc un petit peu des méthodes de tri à adopter, donc pour désencombrer sa maison. Alors, les objets, ils sont catégorisés en 2 grandes catégories. Donc, il y a les objets usuels. Donc là, on ne se pose pas beaucoup de questions. C'est les objets, ils ont une fonction. Et est-ce que ça sert? Est-ce que je m'en sers? Est-ce que je m'en sers régulièrement ou pas? Donc, c'est toutes des petites questions qu'on peut se poser pour dire est-ce qu'on se sépare de cet objet ou pas. Le travail est plus difficile pour les objets qui sont chargés émotionnellement, surtout de l'émotion négative. Donc là, évidemment, c'est pas toujours facile hein, donc de se séparer d'objets qui surtout ont vraiment cette charge négative ou qui rappellent des personnes décédées. Donc voilà. Je vais pas m'attarder plus là-dessus parce qu'évidemment c'est un sujet qui peut faire débat on peut en parler pendant longtemps. Ce que je peux vous conseiller, donc déjà, je ne prône pas de se séparer absolument de ces objets. On se sépare des objets qui ne nous servent pas de manière générale ou qui nous rappellent des mauvais souvenirs au quotidien. Maintenant, les objets qui ne servent pas, c'est assez facile. Ceux qui nous rappellent des mauvais souvenirs, il ne faut pas faire ça non plus de manière, on va dire, précipitée parce qu'on pourrait le regretter. Donc, un conseil principal, c'est de vous écouter. Donc, écoutez ce que votre corps vous dit par rapport à certains objets. Et je peux vous donner un conseil, c'est de faire une phase intermédiaire. Donc, prenez une caisse, mettez un petit peu les objets que vous n'avez pas envie de garder, mais que vous avez du mal de vous séparer. Mettez-les dans une caisse. Mettre un petit mot dessus, à revenir dans 6 mois par exemple, et mettez-la de côté provisoirement, et de voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça, dans cette période transitoire. Donc voilà. Après, il existe plein d'autres astuces pour se séparer de ces fameux objets, mais donc voilà, ce n'est pas l'objectif de cet atelier. Ici, je vous partage les 3 méthodes principales qui pourront vous aider à désencombrer. Donc, c'est la fameuse méthode des questions. Donc voilà, si on répond non donc à ces questions, donc on peut se séparer de cet objet. C'est aussi d'aller combiner avec le facteur émotion. Hein, donc, est-ce que cet objet me procure du plaisir? Donc, oui, alors je peux le garder. Et alors, il y a la fameuse méthode des critères. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut adopter quand on trie notre dressing, par exemple, ou quand on trie des ustensiles de cuisine. Et alors, là, on fixe des critères et on n'en déroge pas. Donc, par exemple, c'est surtout pour les personnes qui ont des grands dressings, on se dit, voilà, j'ai assez avec 5 pantalons, 3 noirs, 2 bleus, enfin voilà, faites vos critères à vous. Et tout ce qui ne rentre pas dans les critères, on s'en sépare. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Mais c'est surtout aussi pour des objets qui n'apportent pas d'émotion. Donc, quand vous faites ce travail de désencombrement, donc après, vos objets sont divisés en 2 parties. Oui, je les garde et non, je ne les garde pas. Tout ce que vous gardez, vous redivisez ça en 2 parties. Donc, il y a toute la partie dont on garde et toute la partie qu'on va stocker. Et tout ce que vous allez vous séparer vont aller dans 3 catégories. Vous allez prendre une décision de les donner, de les vendre ou de les jeter s'ils ne sont plus du tout en état. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prône la vente parce que je trouve que c'est très chronophage. Enfin voilà, je trouve que le temps qu'on met par rapport à ça, et par rapport à l'argent qu'on peut récupérer. Maintenant, si vous avez quelques objets qui ont quand même une certaine valeur et que ça vaut un petit peu la peine, voilà, de mettre de l'énergie à le vendre, faites-le. Mais sinon, privilégiez les dons. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose qui fait souvent très très plaisir. Et le don doit se faire dans une voilà, donner que ce que vous avez envie de recevoir. Donc, n'allez pas donner des objets que vous trouvez moches, qui sont abîmés. Enfin, voilà, donc toujours dans le respect, de l'autre. Et la dernière astuce que je vais vous partager par rapport au rangement. Donc, quand vous avez fait votre désencombrement par rapport aux questions, et puis que vous prenez vos décisions, est-ce que je garde ou pas cet objet? Ça, c'est la phase la plus amusante, c'est la phase du rangement. Donc voilà, donc ici je vous donne quelques petites astuces. Quand vous rangez quelque chose, gardez toujours en tête un petit peu ces critères. Donc c'est toujours de laisser 30% de vide dans vos armoires. Ça ne sert à rien de
bourrez vos armoires absolument, ne faites pas de second niveau, parce que si on met des choses l'une sur l'autre, ben, il y a un risque que ça tombe, et quand on met derrière, on ne voit pas ce qu'on a. Donc, il faut toujours tout voir en un seul coup d'œil. Tout ça permet de ne pas racheter en double, et donc et d'éviter donc de nouveau d'autres accumulations d'objets. Ayez en tête que quand vous rangez quelque chose, il ne faut pas plus de 3 gestes. Le cerveau est paresseux naturellement, donc plus il doit faire de gestes et plus il n'y rangera pas. Et utiliser donc des contenants transparents, donc ça je vais vous montrer des exemples, et de respecter la loi de la proximité, ben ça on en a déjà un petit peu parlé, voilà, donc rangez toujours à proximité de là où vous faites votre activité principale. Quand on range aussi, c'est de respecter ces 3 critères de base, c'est donc de ranger à proximité ce qu'on utilise tous les jours, de ranger de manière un peu plus éloignée ce qu'on utilise de manière occasionnelle, et alors vous pouvez ranger de manière très très éloignée ce que vous utilisez 1 à 2 fois par an. Je prends souvent comme exemple ce qu'on utilise par exemple dans la cuisine, les ustensiles qu'on utilise de manière quotidienne, n'allez pas les ranger dans la pièce d'à côté, mais mettez dans les tiroirs et les armoires qui sont vraiment à proximité de votre plan de travail. Je prends l'exemple toujours un petit peu de la raclette. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise périodiquement, donc c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre, par exemple, de ranger en hauteur ou dans une pièce adjacente. Et je prends l'exemple des boules de Noël. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut aller ranger de manière très éloignée, vu qu'on va les chercher qu'une fois par an. Et ça, c'est quelque chose que je préconise beaucoup pour le rangement, c'est d'utiliser les contenants transparents. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit les adultes ou les enfants. Les bacs sont très facilement déplaçables. C'est très facile de ranger dans ces bacs ou dans lesquels on range par catégorie. Et ça peut s'adapter donc à toutes les pièces de la maison, que ce soit la cuisine, la salle de jeu, le bureau, la cave, le grenier, le garde-manger. Donc voilà, c'est hyper facile d'utilisation au quotidien. Et alors ici, je vous montre vraiment un peu des exemples. Moi, je n'utilise pas ce type de rangement dans toutes mes armoires, dans une partie. Mais en tout cas, je vous confirme que c'est hyper pratique. Alors, on m'a déjà posé la question des rangements en plastique, donc par rapport à l'écologie. Effectivement, donc ces bacs en plastique, voilà, pour les personnes qui ont une fibre écologique plus sensible. Ce que j'aime dire par rapport à ça, c'est que je préfère, moi en tout cas, prendre ces contenants en plastique qui sont réutilisables dans le temps, plutôt que de réaccumuler des objets et d'aller à faire des achats en double, des achats inutiles. Je trouve que l'empreinte écologique est plus, en tout cas, est moins forte que c'est les achats compulsifs, quand on oublie ce qu'on a dans les armoires et qu'on va racheter 2-3 fois les mêmes objets. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses. Maintenant, vous pouvez de toute façon adapter donc en fonction de votre sensibilité ou de certaines habitudes d'achat que vous avez. Et après, voilà, après toutes ces actions-là que je vous demande de faire, c'est quand vous avez désencombré, trié, rangé, pris possession de nouveaux espaces, je pense que vous avez envie que ça dure dans le temps. Donc, c'est vraiment d'instaurer des nouvelles habitudes. Alors, je vais vous en partager 2, il y en a plein, mais je vais vous partager la première qui est la principale, que vous retrouverez donc dans le workbook. C'est la méthode bisou. Donc, la méthode bisou permet avant tout achat, donc de se poser quelques questions pour être sûr qu'on ne va pas faire d'un achat en double, un achat qui est lié à l'émotionnel. Donc voilà, donc ça c'est des petites questions qui sont très très utiles pour éviter en tout cas de réencombrer de manière inutile donc ces pièces de vie. Et un deuxième astuce donc, que je vous propose, c'est donc de respecter la loi de la proximité dans vos rangements. Donc un exercice que je vous propose de faire aussi par rapport au plan de votre maison. Comme ça, vous allez vraiment comprendre ce que j'entends par la loi de la proximité. C'est quand vous entrez faites le trajet sur les plans de votre maison, du trajet que vous faites quand vous rentrez le soir après votre journée de travail. Alors, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais en fait, on se rend compte que très souvent, on a fait par exemple un hall d'entrée avec un vestiaire, mais on rentre tous les jours par le garage. Et on ne passe pas par ce hall d'entrée, en tout cas pas directement. Donc, qu'est-ce qui se fait de manière insidieuse? C'est qu'on va enlever ses chaussures, son manteau au garage. Et on ne va pas aller repasser par le hall d'entrée qui est beaucoup plus éloigné pour aller ranger nos affaires.
Et c'est d'aller se dire, ben, oui, ben, c'est pas grave. J'ai fait un vestiaire au hall d'entrée, il n'est pas adapté à mon mode de vie. Je vais plutôt déplacer ce vestiaire ou aménager un vestiaire dans le garage. Et on peut faire ça aussi de manière esthétique. Et c'est toujours d'aller ranger à proximité de là où on fait nos mouvements naturels. Et ben, si on range nos chaussures au garage, ben, c'est pas grave. Voilà, le principal, c'est toujours de ne pas se prendre la tête avec la famille. Et voilà, donc ça, c'est pareil avec les papiers, c'est pareil avec les jeux, c'est pareil aussi. Vous pouvez utiliser cette astuce aussi pour le traitement des déchets qu'on a dans la maison, pour la sortie des poubelles, où est-ce que je stocke provisoirement mes déchets avant de les sortir de la maison. Donc voilà, c'est tout autant d'astuces qu'on doit avoir un petit peu toujours à l'esprit. Donc moi maintenant, chaque fois que je fais une action dans ma maison, parce que voilà, on évolue, les enfants grandissent, donc ce qu'on a pensé il y a un an n'est peut-être plus valable maintenant, c'est toujours de penser la loi de la proximité. Ça va vraiment, vraiment vous faciliter la vie au quotidien. Donc voilà, donc, je termine ici donc, cet atelier. Moi, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté chez moi. Je n'ai pas tout appliqué à la lettre. Là, je vous ai partagé aussi beaucoup d'astuces. Dans l'idéal des choses, hein, ce serait l'idéal d'avoir tout comme ça, mais après voilà, moi j'ai adapté, j'ai fait une partie. En tout cas, moi, ça m'a permis vraiment de ne plus me prendre la tête au quotidien. Donc de vraiment, quand je dis le télétravail en toute sérénité. Le matin, ben voilà, j'ai mis mes routines en route par rapport au traitement de mon linge. Donc je n'ai plus qu'un seul endroit pour donc aller sécher mon linge, le mettre à laver, etc. Et j'ai pris l'habitude un petit peu de faire le tour de ma maison le matin, de faire un minimum de rangement. Et quand je me pose pour télétravailler dans un espace que j'ai choisi, dans mes pièces de vie, je suis beaucoup plus sereine toute la journée. Donc je ne pense plus continuellement à mon linge, à mon repas du soir, parce que j'ai mis en place les actions qui permettent vraiment de faciliter. Donc c'est de faciliter donc, notre quotidien. Donc j'aime bien dire, ben voilà, moi je ne télétravaille plus en lorgnant ma malle à linge qui traîne à côté de moi ou en regardant les jeux des enfants qui n'ont pas été rangés. Et encore bien, ça arriverait encore. Ben voilà, parce que moi on vit dans ma maison comme chez tout le monde, donc j'ai mes enfants qui font leurs devoirs occasionnellement donc dans la salle à manger sur laquelle j'ai vu. Mais si parfois c'est pas rangé, c'est pas grave non plus, parce que je sais que ça se rangera vite, parce que j'ai mis en place en amont des systèmes de rangement qui se font facilement. Et moi, j'ai un meilleur lâcher-prise depuis que j'ai mis en place, en tout cas, ces routines. Donc voilà, c'est pas grave s'il y a parfois il y a des affaires qui traînent. Parce que je sais que ça va se faire facilement le soir quand je prendrai 5-10 minutes pour le faire, ou le temps de midi, si je suis en télétravail, ben pourquoi pas, on peut aussi utiliser une partie de cette pause du midi, par exemple, pour aller mettre une machine en route, pour ranger un petit peu ces papiers qui traînent là, parce que ça va aller vite, ça se fait vite, quoi. Mais en tout cas, ça nous déleste, en tout cas, vraiment de notre charge mentale. Et vraiment, ça permet vraiment d'être beaucoup plus en sérénité dans sa maison. Donc voilà. Alors comme Corinne nous a quittés, comme elle nous l'avait annoncé, je vais aller voir dans le groupe pour voir un petit peu les échanges et si vous avez des questions. Donc voilà, je vais aller voir un petit peu où est-ce qu'elle s'est arrêtée. Voilà, donc Corinne nous dit merci à tous, je vais devoir partir. Sandra reste avec vous. Alors Thérèse, je viens de déménager, ça a été l'occasion de prendre conscience de ce qu'on accumule au fil des ans et donc de vider. Alors oui, alors ça, le déménagement est un moyen de... C'est la bonne occasion, en tout cas, de faire ce travail. Ce n'est pas la peine d'aller redéménager des choses dont vous n'avez plus besoin. Donc vraiment, utilisez cette occasion, c'est l'occasion de déménager. Donc, en plus, ce n'est pas toujours très sympa de déménager. Mais si vous y mettez en plus une intention de dire je ne reprendrai pas chez moi donc des objets inutiles et je vais optimiser donc mes espaces de vie. Alors le déménagement aussi est une excellente occasion de pratiquer l'exercice des gommettes. Parce que on peut le faire dans des espaces, des futurs espaces, d'aller reprojeter notre mode de vie actuel
dans nos futurs espaces de vie. Et ça permet aussi de déménager, quand on déménage, d'aller instaurer donc les fameux espaces buanderie, salle de bain, dressing familial, ou d'aller vraiment conscientiser là où est-ce que je peux télétravailler, où est-ce que je peux mettre l'espace de rangement des jeux. Donc le déménagement est aussi un excellent moyen donc de prendre le travail directement en hauteur. Clémence, génial, je vais mettre en application ce précieux conseil. Ben, merci Clémence. Et un conseil que je peux te donner aussi, c'est de ne pas les mettre tous en application d'une fois, parce qu'on peut vite se décourager. Donc, c'est d'y aller petit à petit, une petite action après une petite action. Et Thérèse qui me dit, encore une séance pratico-pratique va forcément déboucher sur des actions dans notre vie. Merci à toutes les deux. Ben, merci à toi de partager. C'est super plaisir que ça vous a parlé. Orava qui me dit merci pour cette intervention, elle donne de l'énergie. Mon besoin, ma motivation principale, hâte de voir le book. Ben, écoute, je suis ravie vraiment que ça vous ait plu. Je fais un petit refresh au fur et à mesure. Eh bien voilà, en tout cas, je vous remercie à tous qui ont été présents là en direct, à tous ceux qui m'écouteront en replay. Donc ça m'a fait très très plaisir de partager cet atelier pour Corinne. N'hésitez pas encore à poser vos questions par après, donc ici en dessous ici de la publication de l'atelier. Donc Corinne et moi, nous y répondrons avec très très grand plaisir. Et je partagerai donc le lien pour aller télécharger le workbook, dans lequel voilà, il y a des actions complémentaires et il y a un guide pour pouvoir en tout cas faire les exercices que je vous partage ici dans l'atelier. Donc n'hésitez pas à réécouter, à mettre en pause et à aller faire cet exercice qui peut être vraiment très très parlant. Et Fanny qui me dit merci. Ben merci à toutes et tous d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée et un très très beau week-end. Et je vous dis bye bye.